déjà, Alphonse, on a écouté Monsieur Louis, le directeur général de l'Office national d'identification, qui revenait un peu sur le rôle dévolu à cette entité qui n'est pas encore opérationnelle puisqu'on attend le décret d'attribution de fonctionnement qui va prévoir aussi la mise en place d'un conseil d'administration avant que les choses n'avancent. Bon, moi j'aime souvent le dire, le président s'est bien lancé dans les réformes de l'administration, mais on a comme l'impression que son mécanisme bloque. Parce que dans le cadre de la refondation, surtout sur la question liée à l'identité, la création de l'Office national de l'identité était la bonne démarche. C'était la démarche intelligente. Permettre d'avoir une institution en République de Guinée qui s'occupe de la question de l'identité des Guinéens. Mais de là, aujourd'hui, on se retrouve dans le système Alpha Condé où une institution est mise en place, mais elle est vide. C'est une coquille vide qu'on confie à une personne. La coquille devient vide à quel moment? Quand on peine à prendre le décret de structuration de l'institution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Office national d'identification. Cet Office national d'identification est l'organe qui est chargé de s'occuper des questions d'identification en République de Guinée. Elle est la base de données de l'identité de tous les Guinéens. Les passeports, les cartes d'identité nationale, les permis de conduire. Mais il se trouve que dans notre réalité actuelle, il y a plusieurs poches d'intérêt qui font que même le président de la République se retrouve dans un système où il est incapable de signer un décret. Quand je dis qu'il est incapable, le président, c'est lui qui a l'autorité de signer le décret. Mais quand du mois de mai jusqu'à maintenant, le président n'arrive pas à trouver moyen de signer un décret d'une institution aussi indispensable que... Au niveau de la police, on ne veut pas transférer les activités à l'ONU. C'est au-delà de la police. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe à l'ONU, c'est au-delà de la DCPAF. Bien que les regards soient pointés sur la DCPAF, ce n'est qu'un chapitre de ce que va faire l'ONU. La DCPAF, c'est les passeports. L'ONU ne récupère que la confection des passeports. Elle ne s'occupe pas du contrôle des passeports. Donc, ce qu'on retire à la DCPAF pour l'ONU, c'est un pan du travail, c'est-à-dire juste la confection. Parce que dans le mécanisme normal de l'administration, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous-même vous fabriquez. Ce n'est pas possible de contrôler. En fait, vous fabriquez quelque chose, comment vous pourrez reprocher des défauts de fabrication à ce que vous-même fabriquez? Donc, aujourd'hui, l'ONU devait récupérer ce chapitre qui était la confection. Et le contrôle des passeports devait revenir, comme son décret d'institution même l'indique, à la DCPAF. Mais au-delà, il y a cette question de notre base de données nationale. Il y a un problème aujourd'hui en République de Guinée. C'est que même le président de la République n'est pas à l'abri. Il a un passeport guinéen. Doumbouya pourrait se retrouver dans un aéroport bloqué sans identité. Quand je vous dis sans identité, les gens peuvent bien connaître sa tête, mais que son passeport ne lui permette pas de voyager. Et plusieurs citoyens, dont l'ancien de l'alerte américain, s'est retrouvé dans la même situation en Russie. Il a été obligé de vivre pendant plusieurs mois au sein de l'aéroport. Donc le président Doumbouya, je le conseille, aujourd'hui dans son mécanisme, dans ses voyages, pourrait se retrouver dans une situation où il n'a pas d'identité. Et ça, c'est le président Doumbouya. L'entreprise en charge de la confection des passeports, l'entreprise malaisienne, pourrait avoir des problèmes de fisc ou même un autre problème sur son propre territoire et que l'État décide de fermer l'entreprise. Dans cette mesure-là, si l'État ferme l'entreprise, la République de Guinée se retrouvera sans identité. Parce que l'entreprise aura cessé de fonctionner pendant ce temps-là. Puisque les bases données sont stockées de l'autre côté. Sont sur son sol. Et l'ONU aujourd'hui est l'institution qui est chargée de rapatrier l'identité des Guinéens. Parce que eux, ils ont eu l'intelligence de demander aux partenaires aujourd'hui de faire, à partir du décret qui va être signé, d'avoir une copie de chaque identité qu'il y aura à partir de leur base de données, à partir de leur centre de traitement du côté de Koléa. Donc, désormais, quand l'entreprise rapatrie l'identité de Haoulatou, par exemple, du côté de la Malaisie, on aura une copie en Guinée. En cas de pépin, quand l'entreprise a un problème en Malaisie, au moins, on aura une institution guinéenne qui disposera de cette base de données. Mais pourquoi ça tarde à se faire? Les poches d'intérêt. La première poche d'intérêt, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le MATD est devenu la première poche d'intérêt. Pour quel motif? Aujourd'hui, le MATD est carrément le ministère d'accueil des naissances en Guinée. L'identité nationale.
C'est-à-dire, tant que le ministre Mori et son service ne vous donnent pas une identité, vous n'êtes pas guinéen. C'est pourquoi c'est par là-bas qu'on devient guinéen. Voilà. Donc, c'est pourquoi la numérisation des extraits de naissance a commencé. La numérisation est un processus par lequel on permet de donner un numéro d'identifiant unique et personnel à chaque Guinéen. Avant, c'était les numéros de famille qu'on octroyait aux gens. Ça faisait que c'était difficile d'identifier les gens parce que si vous grandissez hors de la famille, vous n'avez pas le numéro de famille. Mais avec le numéro d'identifiant personnel et unique, Djiba, au même titre que ton empreinte digitale qui était unique, le numéro est unique. Même si Djiba va 100 ans ou 20 ans après dans une autre ville, c'est le même Djiba. Donc le processus commence au MATD. Mais le MATD n'est pas le ministère de la Sécurité. Le directeur le précisait dans son intervention. Dans les autres pays, on a un ministère de l'Intérieur qui regroupe le MATD et la sécurité. Mais en République de Guinée, nous avons éclaté. Nous l'avons éclaté avec plusieurs réaménagements du gouvernement. Nous l'avons éclaté. Donc, ce qui fait que le MATD est devenu un département différent du ministère de la Sécurité. Donc, l'état civil se charge de créer l'identité unique. Mais l'identité elle-même reste dans le portefeuille de la sécurité. Parce que le MATD ne contrôle pas l'identité des Guinéens. C'est la police qui relève du ministère de la Sécurité qui a le devoir de contrôle des identités des citoyens. Donc, quand je dis que la première poche d'intérêt, c'est le MATD n'a pas envie de libérer de son portefeuille la question de l'identité. Et voilà un premier problème qui se pose. Donc, aujourd'hui, ça, c'est la première poche d'intérêt. La seconde poche d'intérêt, c'est où? C'est que beaucoup de partenaires, ces partenaires qui ont signé des contrats avec l'État guinéen dans le processus de passeport, de la carte d'identité, même du permis, ont des représentations ou même des partenaires en République de Guinée qui sont en haut lieu, qui n'ont pas envie que ce processus se fasse. Parce qu'avec le transfert, on aura une période au cours de laquelle ces entreprises n'auront plus une grande utilité. Parce que la Guinée disposera elle-même de sa base de données. Le ministre Ousmane Gawal l'a signalé la dernière fois. On a acheté tous les équipements, on l'a laissé pourrir parce qu'on n'avait pas envie d'empêcher ces Guinéens-là de continuer à toucher leur pourcentage sur les marchés. Donc aujourd'hui, la Guinée elle-même ne dispose pas de base de données de son identité. Le ministère des Postes et Télécommunications avait à l'époque annoncé qu'on a lancé le rachat de nouveaux équipements pour permettre ça. Mais avant que ça ne se fasse, la seconde poche d'intérêt est garantie par plusieurs acteurs haut placés qui ont des intérêts avec ces entreprises qui évoluent dans ces activités-là. Donc aujourd'hui, est-ce que l'ONI peut s'en sortir quand le MATD n'a pas encore compris que la création de l'ONI ne lui met pas en danger et que ces autres acteurs qui ont des intérêts dans les entreprises qui exercent avec nos identités n'ont pas décidé de céder l'identité à la nation? Parce que le danger, c'est quoi? Aujourd'hui, en République de Guinée, le fichier du passeport ne correspond pas au fichier de la carte d'identité. Le fichier de la carte d'identité ne correspond pas au fichier du permis biométrique. On a 3 fichiers pour l'identification d'un seul citoyen. Et cela aussi ne correspond pas aux données des extraits de naissance. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'ONI soit... Et la crainte, est-ce qu'ils disposent d'une même identité? Est-ce que c'est un même numéro qui permet de pouvoir identifier? Malheureusement, c'est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, la dernière fois, en Chahut, je le disais au niveau de l'ONI. En fait, il faudrait aujourd'hui que l'ONI commence, parce que l'ONI a intégré l'état civil dans ses services, pour que les Guinéens demandeurs de passeport, désormais, quand eux vont commencer leur opération, viennent, ceux qui viennent avec les anciens extraits de naissance, qu'ils partent dans la cabine de l'état civil. Une représentation de l'état civil dans les locaux de l'ONI pour octroyer l'identité, le numéro d'identité. Donc aujourd'hui, le décret peine à être signé parce que il y a incompréhension et il y a beaucoup de poches d'intérêt qui sont menacées. Oui. Mais la transition, le président de la transition l'a dit, et ça je crois qu'il le pense encore. Il a dit qu'on va arrêter les anciennes pratiques. Arrêter les anciennes pratiques, c'est briser les poches d'intérêt. Aujourd'hui, il faudrait briser les poches d'intérêt pour permettre aux Guinéens d'avoir une seule identité. Parce que c'est qu'Alphonse Mara est né à Lola sur son passeport, né à Zérékoré sur sa carte d'identité et né à Conakry sur son permis de conduire, ça, ce n'est pas de l'identification dans une république. Chez les autres, quand vous avez votre permis de conduire ou votre carte d'identité, ça vous sert même de carte bancaire.
parce que l'identité est unique et elle ne varie pas. Donc aujourd'hui, il faudrait que le président, par lui seul, et le décret concernant l'attribution et l'organisation de l'ONU et le fonctionnement de l'ONU puisse résoudre ce problème définitivement. Et c'est urgent parce que d'autres Guinéens sont encore en train de prendre des passeports sans avoir d'identité unique. Et ça, c'est très grave. Et donc, tous les anciens passeports vont être amenés à être revisés au niveau de l'ONU. Il y aura une mise à jour. Oui, justement, il faut uniformiser les choses, éviter de se disperser, ça ne va pas nous aider. Vous avez cette décision certainement avec vous. Diba, je ne peux pas comprendre parce que moi j'ai la décision qui date du 16 novembre 2022. Je vais donc lire décision numéro 105 portant transfert d'activités relatives à la protection, à la production des documents d'identité de voyage, de séjour, de la direction centrale de la police nationale et puis à l'office national d'identification. Je vais donc lire la décision du ministre Bachir. Les activités de production de documents d'identité de voyage et de séjour sont transférées à la direction générale de la police, à l'office national d'identification. Mais la décision date du 16 novembre 2022. Mais jusque-là, on se pose la question pourquoi le transfert n'est pas effectif. Et donc, Alphonse le disait tout à l'heure, quand c'est comme ça, c'est inquiétant. Parce que si la hiérarchie donne l'ordre et que sur le terrain, l'ordre n'est pas exécuté, là, il y a un problème. La question donc se pose, où est le problème ? Pourquoi la décision tarde à être appliquée? Là, ça cause véritablement un problème. Et d'ailleurs, on a vu cette sortie du ministre de la Sécurité au CNT qui disait que la DCPAF, la Direction Centrale de la Police, devrait s'occuper maintenant de ses activités au niveau de contrôle au niveau des frontières. C'est ça sa mission. Et normalement, c'est sa mission. Oui. Normalement, en clair, c'est sa mission. Elle ne devait pas produire les documents de voyage ou de séjour. Puisque vous partez aujourd'hui, on a tout laissé. Essentiellement, les activités sont basées sur ça. Ouais. Et donc, cette décision, vous faites bien de la lire, qui dit, vous dites le 16 novembre. Le 16 novembre. Oui. Ça date du 16 novembre. Et jusque-là, sur le terrain, en tout cas, la décision n'est pas appliquée. Voilà. Allez-y, Aoulatou, c'est vrai, on parle de documents de voyage, pas que le passeport. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des citoyens même qui m'ont écrit tout de suite là. Il y a des problèmes. Le prix officiel au niveau des extraits de naissance est 60 000 francs. Et pour les cartes d'identité, c'est 100 000 francs si je ne me trompe. Mais une fois que vous payez d'abord l'argent au niveau de la banque qui est retenue pour cela, il y a d'abord des problèmes même au niveau du paiement. Mais quand vous payez aussi, par exemple, vous venez à l'état civil de Matoto pour arranger maintenant l'extrait de naissance, on vous demande encore 10 000 francs. Alors que le prix officiel n'est pas respecté. C'est la même chose au niveau également des cartes d'identité. Moi, je pense qu'il faut revoir cela. C'est comme les passeports aussi. On dit que le prix officiel d'un passeport, par exemple, c'est 500 000 pour une durée de 5 ans. Mais quand vous venez, il y a des démarcheurs. Donc, c'est au niveau de tous les documents aujourd'hui d'identification. Je pense que le ministère de la Sécurité doit revoir cela. Quand on dit c'est 60 000, que ce soit 60 000. Quand on s'acquitte, en tout cas, quand on paye l'argent qu'on doit débourser pour le document, quand on vient au niveau de l'état civil ou bien des commissariats et tout ce qui s'ensuit, qu'on ne réclame pas de l'argent, qu'il n'y ait pas de corruption et tout ce qui s'ensuit. Parce que ceux qui ne payent pas, n'acceptent pas de payer les 10 000 qu'on réclame ou l'argent qu'on réclame une fois dans un commissariat ou à l'état civil, risquent de passer toute la journée. Donc, il faut payer de l'argent pour qu'on puisse confectionner pour toi rapidement. Il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, même cette somme, on parle de 10 000 francs. Et 5 000 francs pour l'enregistrement, oui. 10 000 francs pour la photocopie, c'est le duplicata, on appelle ça. Oui. Au niveau de la police, on parle aussi de 10 000 francs pour la carte d'identité. Je pense que c'est autant de problèmes, une corruption autour de cela. On va vous révéler tout à l'heure d'hybride, si vous permettez. Oui. Et donc, les citoyens continuent à vous écrire, vous nous dites. Oui, j'ai reçu tout de suite là un message. Le monsieur me dit hier qu'il était à l'état civil de Matoto ici même. Il a déjà payé les 60 000 au niveau de la banque retenue pour en tout cas, les extraits de naissance. Et on l'a encore demandé de l'argent, de payer 10 000 francs. S'il ne paye pas, il risque de peut-être passer toute la journée là-bas à attendre. Ceux qui payent acceptent de payer. Ils vont récupérer tout de suite le document qu'ils sont venus chercher. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, imaginez si vous n'avez que 60 000. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas
qui n'ont pas assez de moyens, qui se demandent même comment gagner 60 000 francs pour arranger un extrait de naissance, et tu cherches les 60 000 là, tu reviens également au niveau de l'état civil, on te demande encore 10 000 francs. Imaginez quelqu'un qui est par exemple jusqu'à Dabompa, il paye le transport qu'il va payer, il vient, il passe toute une journée, on lui réclame également de l'argent. Si ces moyens sont limités, c'est compliqué, il faut qu'on respecte. Et pour respecter le prix, il faut que le ministère de la Sécurité s'implique. Mais comment le ministère de la Sécurité peut s'impliquer quand ce sont les agents même parfois de sécurité qui entretiennent cela? Donc il faut prendre des responsabilités à ce fait. Voilà, Aoula Tousso, allez-y Emmanuel. Bon, moi je dirais, avant même qu'on ne parle, parce que tout à l'heure là on parlait de poches d'intérêt, déjà qu'il y a des problèmes à la base pour ce qui est du comportement des agents, je pense que ça va être très compliqué que cette opération là soit menée. Mais moi je voudrais me focaliser sur un aspect très important pour ce qui est de l'ONI, parce qu'on sait que du côté de la justice, on a aussi besoin d'avoir ce fichier-là qui permet de répertorier toutes les personnes. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller déterrer un casier judiciaire sans qu'on ne sache ce qu'il a fait et sans pour autant savoir quel est son passé judiciaire, alors qu'en réalité, pour avoir certains postes, pour avoir accès à certains privilèges, il faut vraiment que nous ayons un casier judiciaire propre. Seulement que dans ces circonstances-là, où les casiers judiciaires, dès que vous avez l'argent pour le payer, on vous le délivre sans pour autant qu'il y ait une véritable enquête, sans pour autant que tout soit fiché. Je pense que l'ONI est une aubaine et il faut lui donner la chance de vivre. Déjà que cet arrêté-là a été pris et qu'on a appelé les différentes parties à vouloir bien mettre en exécution cela. Il disait tout à l'heure de l'incapacité du président de la République. Moi, je pense que c'est un manque de volonté. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un acte officiel soit pris pour que les compétences soient transmises à l'ONI et que jusque-là, ce n'est pas fait. Ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas été mis, qu'on ne les a pas informés, que jusqu'à présent, l'ONI n'est pas entrée en possession de tout ce qu'il devrait faire. Donc, en réalité, si nous voulons... parce que l'uniformisation dont il parlait est du ressort de l'ONI par rapport à l'acte qui a été pris pour sa création. Ça aussi rentre dans son portefeuille. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est une création salutaire, mais il va falloir que le décret d'application soit qu'on ait plus d'audace, qu'on essaie de casser tous ces poches d'intérêt-là, parce que si ça continue comme cela, on ne va même pas en vouloir aux agents qui continuent à racketter les simples citoyens. Oui, parce que c'est une question de sécurité nationale. Exactement. Voilà, nos identités sont dispersées un peu partout. Oui, Djibril, allez-y. Permettez-moi, je voudrais quand même faire une mise en relief par rapport à cette histoire. Bien qu'on aille tout à l'heure en pause, j'ai échangé avec Alphonse qui parlait du transfert de données. Il a expliqué aussi tout à l'heure. C'est là-bas que j'ai constaté qu'il y a un problème. Parce qu'un État normal, d'abord, le fait d'accepter qu'on transfère des données dans un autre pays, ça pose problème. Et actuellement, ce que je veux dire, Diba, c'est qu'on est en train de faire du alpha sans alpha. Et vous vous rappelez, aux premières heures de la prise du pouvoir par le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la transition, il a dit qu'on va éviter de répéter les erreurs du passé. Et c'est ce qui se passe, c'est quiproquo qui est en train de se maintenir jusqu'à présent. Et vous vous rappelez, lorsque cette histoire de contrat s'est présentée au niveau du ministère de la Sécurité, vous avez vu ce qui s'est passé entre le ministre de la Sécurité et son ancien directeur central de la DCPAF. Donc, c'est ce qui continue. Donc, cette guéguerre doit cesser entre le ministère de la Sécurité et le MATD et d'autres services. Parce que si ça continue, c'est les citoyens qui en pâtissent. Oui, qui vont payer les frais. Je pense, moi, c'est-à-dire, je pense un peu à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, en ce qui concerne l'obtention, si vous voulez, l'acquisition des passeports. Il y a certains qui passent des années pour renouveler leur passeport. Et n'oubliez pas, ces gens-là sont dans des situations qui les permettent d'avoir ces documentations. Et s'ils n'ont pas ces documentations, ils vont arrêter, en tout cas, par exemple, de travailler ou de répondre à certaines obligations. Donc, je conclue pour dire qu'il faudrait que le chef de la transition réponde à ces critères-là, à ces conditions dès sa prise de pouvoir. Vous savez, il a dit qu'il faut une rectification institutionnelle, la refondation de l'État. Donc, il faudrait qu'il ait du tact
Voilà, c'est le mot. Il faut qu'il y ait du tact. Il faut que ça implique, sinon. Justement, et dans le cadre de la refondation aussi, ça fait partie aussi de nos identités. Et tout cela, oui, Babila, d'autres informations. Avant de parler de ces voitures de Bill Gates, on va vous revenir, Caps. On ne vous oublie pas, on n'oublie personne. Allez-y. L'enjeu est de taille autour de cet office national d'identification. Vous n'allez pas tout comprendre. C'est vrai, j'ai compris, le directeur, il ne peut pas tout dire. Oui, mais qu'il sache qu'on a mené des enquêtes par rapport à cette histoire. Il y a énormément de choses à dire. C'est en tout cas une mesure salutaire que moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Au même titre que la mise en place de la CRIEF, même si le fonctionnement nous déplaît aujourd'hui, moi, je suis d'accord et je salue l'initiative de créer justement, ou qui a procédé à la création de l'Office national d'identification. Alors, on a l'impression que le président de la transition a mis au monde un bébé et qu'il a du mal à entretenir et à nourrir. Quand même. Non, Babila ne voyait pas comme ça. Attendez, processus. Caps, la mise en place de toute organisation prend du temps. C'est un processus. S'il te plaît. Et il faut accepter aussi que ces choses se passent comme ça. S'il te plaît, on ne peut pas. Ça, il faut pas. On ne peut pas créer une entité depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai, qui est le projet de décret sur l'émission, fonctionnement et attribution de cette entité qui concerne l'identification. Tu vois l'urgence qu'ici est avec la mise en place de cette structure. Le problème est complexe. Qu'on soit là. Attendez. La complexité, c'est quoi? Vous allez réagir. La complexité, laisse-moi aller. La complexité, c'est quoi? On a créé l'office. On a nommé un directeur. On a mis en place un personnel. Tout est en place. On a donné un site. Les installations ont été faites. Les équipements sont disponibles. Le personnel est là. Tous les éléments nécessaires qui doivent permettre au service de fonctionner sont disponibles. Sauf les textes, n'est-ce pas, qui leur confèrent tout le droit d'exercer leur travail. Face, n'est-ce pas, au retard de la signature de ces décrets, c'est ce qui a amené le ministre de la Sécurité à prendre cet arrêté. C'est le retard justement de la signature du projet de décret fixant les missions et attributions de l'ONU qui a poussé le ministre à procéder justement à la signature de cet arrêté. Et où en sommes-nous avec l'application? C'est parce qu'on disait tout à l'heure là, l'arrêté a été signé depuis le mois de novembre. Jusqu'ici, la DCPAF, qui est un service qui relève, n'est-ce pas, du ministère de la Sécurité, donc, qui sont sous le contrôle du ministre de la Sécurité, refuse catégoriquement de procéder à l'application de cette décision du général Bachir. Où allons-nous avec ça? Est-ce que ceux-ci vont se permettre d'agir ainsi s'il n'y a pas quelque chose derrière? On se pose la question. Le décret, ça passe par le service, les projets de décret passent par le service, je ne sais pas comment ils appellent là-bas, le juridique de la présidence. Qu'est-ce qui a été dit autour de ce projet de décret? Nous en savons un peu. Nous en savons un peu. Et pourquoi la DCPAF, le directeur, est-ce que vous savez un peu, il faut se renseigner sur les liens entre le ministre et le directeur de la DCPAF actuelle? Pourquoi jusqu'ici, ils ont du mal à se plier à cette décision? La direction nationale de la police de l'air et des frontières, qui a pour mission, en tout cas légalement, de veiller, n'est-ce pas, à la surveillance des frontières, de contrôler les documents des voyageurs. Mais si ceux-là qui délivrent les documents sont les mêmes qui contrôlent les documents, nous savons très bien au ministère de la Sécurité, durant toutes ces années, ces dernières années, la magouille qui tournait autour de la délivrance des passeports. On a reçu récemment des enfants qui avaient été enrôlés, dont les empreintes avaient été prélevées là-bas au ministère, pendant qu'ils étaient petits, vendus à des individus peut-être qui n'appartiennent pas à ce pays. Aujourd'hui, ces enfants sont dans le besoin de s'offrir des passeports. Lorsqu'on procède, lorsqu'ils se retrouvent devant la machine pour leur enregistrement, au niveau de la prise des empreintes, on dit que les empreintes sont déjà prélevées et sont attribuées à d'autres identités. Qui sont ceux qui ont fait ça? Qui sont ceux qui ont fait ça?
Et les passeports de service dont on parle, on dit c'est devenu des cacahuètes aujourd'hui. Récemment, on l'évoquait. Jusqu'à ce que le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, certainement, le président a pris la décision qu'il y ait un contrôle autour avant de procéder à la délivrance des passeports de service. Est-ce que ce sont... les passeports diplomatiques, les passeports de service? Exactement. Est-ce toi, CAPS, qui délivre ces passeports de service? Non, l'autorisation vient de là-haut, là-bas. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? Pourquoi le président peine à signer ce projet de décret fixant les missions et attributions de l'ONU? C'est parce que tout simplement, l'enjeu est de taille. Quiconque maîtrise le fichier de l'identification nationale aujourd'hui a la situation, a le fichier électoral dans sa main. Ça, il ne faut pas l'oublier. Attention, et la question, tu l'as répondu toi-même. Vu que l'enjeu, il est grand. L'enjeu est de regard de l'enjeu, justement, il faut prendre toutes les dispositions. Toutes les dispositions en faisant quoi? Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de très important. À cette question de gérer la base de données au niveau central de l'identification de la population guinéenne, ça c'est une question très importante parce que lui-même il le dit que l'enjeu est de taille, l'enjeu il est grand et au regard de ça, il est important. Je suis d'accord quand on dit qu'il y a des magouilles au niveau des passeports, c'est une réalité, c'est vrai. Est-ce que la DCPAF doit concevoir les passeports puis après faire le contrôle? Non, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, attention, il faut savoir qu'il y a beaucoup de partenaires qui étaient déjà associés à ça. Il faut régler tous ces différents facteurs-là avant de rapatrier ça au niveau uniquement de l'ONU. Tout le monde salue ces faits-là. Tout est défini dans le projet de décret, en tout cas, dont nous avons pris connaissance. Les modalités de fonctionnement, le transfert des données, la collaboration entre l'ONU et les partenaires de l'État qui procèdent aujourd'hui à la délivrance des différents documents officiels, tout est défini. Tout est défini, tout est clair. Pourquoi n'allons-nous pas à cela, à matérialiser, n'est-ce pas, la mise en place effective de l'ONU pour que nous puissions désormais peut-être clamer ce que nous appelons aujourd'hui notre souveraineté. En matière d'identification nationale aujourd'hui, la Guinée n'a pas de souveraineté. Ça n'existe pas. Il ne faut même pas se badiner là-dessus, il ne faut même pas se voiler la face là-dessus. Encore une fois, il faut se poser la question, à partir du moment où le président a pris la responsabilité sur lui-même de procéder à la création de cette structure. Vous avez vu ça? Toutes les entités, les EPA qui ont été créées ici, c'est un établissement public à caractère administratif. Toutes les EPA qui ont été créées ici, on a vu quelques jours après, les missions, un autre décret a suivi fixant les missions et attributions. Ça n'a pas tardé. Pourquoi ça retarde au niveau de l'ONU? Parce que l'enjeu est grand. Si l'enjeu est de taille, ça voudrait dire que le président peut-être n'a pas suffisamment confiance aux acteurs qu'il a mis de ce côté, à la fois au ministère de la Sécurité, à la fois au niveau de l'ONU, parce que si c'est le cas, je pense qu'il doit prendre la responsabilité avec les missions qui sont dévolues à cet organe qui vient d'être créé. Je pense qu'il faut signer les attributions pour qu'elle puisse commencer à dérouler cette structure, les activités sur le terrain, nous garantir désormais un fichier d'identification nationale. Pourquoi de l'autre côté on parle de... Ça tourne un peu, vous ne comprenez pas. Parce que même le ministère des Postes et Télécommunications... L'administration ne peut pas fonctionner sous ton vouloir. Ou en tout cas, le président ne peut pas prendre les décrets parce que Babila veut que le décret soit pris aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'enjeu, il est de taille. Et au regard de ces faits-là, il est important de pouvoir traiter ces différents sujets-là. C'est un processus. Vous savez, le problème de la Guinée, c'est quoi? C'est justement ça. On veut que les choses se passent sous forme de... sur un claquement de doigts, sous forme de baguette magique. Ça ne marchera pas comme ça. On parle d'un État, on parle surtout de l'identification du fichier national. Encore une fois, cela, on le signalait. Vous avez une entité à part entière qui gère les cartes d'identité nationale. Vous avez une autre entité en part entière qui gère ce problème de passeport-là. Vous avez une autre entité qui gère le problème d'extrait de naissance ou encore de permis biométrique. Vous pensez que c'est par un claquement de doigts qu'on va venir centraliser tout ça au sein de l'Office national d'identification? Encore une fois, les choses vont se passer. Ce décret, il va finir par être pris. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que aujourd'hui, on peut le comprendre, à écouter le directeur de l'Office national, par exemple, de l'identification, c'est normal. Aujourd'hui, son désir, il a la tête d'une organisation, il veut tout de suite que ça fonctionne. Mais encore une fois, il y a des détails à régler. Sinon, demain, c'est le même
Babila, c'est Alphonse qui sera là pour dire qu'il y a un conflit d'intérêts, un conflit de compétences qui se crée, parce que tout simplement, ces choses en amont doivent être réfléchies, gérées, réglées et pouvoir passer en avant. Encore une fois, une organisation, un pays évolue, c'est un processus, ça ne se passera pas sous forme de baguette magique, ça va se faire. Je pense, voilà, il avait, non, on va s'écouter. J'avais la parole. Comprenez quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas tous parler en même temps. Comprenez quelque chose aujourd'hui. Allez-y rapidement. Vous avez une société qui délivre les cartes d'identité nationale. Vous avez une autre société qui délivre les permis de conduire. Vous avez une autre société qui délivre les extraits de naissance. Vous avez une autre société qui délivre les passeports. Vous avez d'autres entités également qui sont en train de procéder à des identifications sur le territoire, notamment le projet Ouri. Vous avez également Enabel qui a un autre projet d'identification sur le terrain. Vous avez également, n'oubliez pas, l'autre, l'ANAFIC également qui procède à ces mêmes identifications, l'ANIES qui procède pour sur les mêmes citoyens. Sur les mêmes citoyens. Voilà. Vous avez également, attendez, Caps, tu me laisses aller. Ça, c'est un sabordage. C'est un sabordage. Hein. Vous avez également l'ancienne société qui avait la charge de la délivrance des cartes d'identité nationale qui continue d'opérer sur le terrain à l'intérieur du pays. Les anciennes cartes d'identité nationale continuent d'être délivrées encore. Parallèlement à toute cette biométrie dont on est en train de parler. Voilà, vous avez toutes ces situations-là. Si, en prenant la mesure de cette anarchie qui tourne autour de l'identification des mêmes citoyens, vous avez pris la responsabilité de créer une structure pour harmoniser tout cela afin que nous soyons ordonnés, que nous soyons des citoyens, en tout cas identifiés, légalement reconnus avec une seule adresse sur notre territoire national, qu'on peine parce que l'article 4 de ce projet de décret dont on a pu nous dit l'Office national d'identification a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'identification des personnes physiques, d'authentification et de délivrance des documents sécurisés d'identité, de voyage et de séjour, ainsi que tout autre titre sécurisé jugé utile et nécessaire à l'identification des personnes physiques en République de Guinée. Pendant ce temps, si cet office ne fonctionne pas, alors que la DCPAF continue sa bourde comme on l'a toujours connu, oui. Où allons-nous? La politique nationale d'identification, elle est où alors? On est dans un temps, peut-être pour permettre à certains de continuer de faire leur business. Pendant ce temps, eh bien, c'est le citoyen qui paye les frais. Quand même. Rapidement, Alfonso, allez-y. Caps a parfaitement raison quand Caps dit qu'il y a un enjeu. Mais cet enjeu-là explique l'urgence de la prise de ce décret. Parce que ce que Caps ne comprend pas, Caps parle du transfert de compétences vers le service. Là, on n'est pas en train de parler du transfert de compétences. Ce n'est pas le décret portant transfert de compétences. Ce décret portant attribution et fonctionnement de l'institution. C'est ce qui peine à être pris. Parce que tant que ce décret n'est pas pris, le service ne peut pas fonctionner. Mais pour ne pas dormir ou pour ne pas attendre le décret, le service a pris les devants. Les installations ont été faites. En collaboration avec le ministère de la Sécurité, avec la DCPAF, des agents ont été désignés déjà. Ceux qui opèrent du côté de la DCPAF déjà, qui ont un certain grade, un certain niveau en informatique, qui savent maîtriser les niveaux de sécurité et d'attribution en matière d'accès aux identités. Ces gens-là ont été recensés pour les transférer directement vers l'ONI. C'est-à-dire, on enlève certaines personnes qui ont été impliquées dans les fraudes d'identité et autres. On transfère les autres vers l'ONI. En les transférant vers l'ONI, ces gens-là vont opérer. C'est des policiers. Ils opèrent pour le compte de l'ONI. L'autre facteur, c'est quoi? C'est que pourquoi il faut urgemment signer ce décret? Tant que ce décret n'est pas signé, l'ONI ne peut pas commencer le processus de transfert, non seulement de compétences, mais au-delà de recharge en backup, c'est-à-dire de conservation des identités. Et pendant ce temps, on a plusieurs milliers de Guinéens qui continuent d'établir, même aujourd'hui au ministère de la Sécurité, vous trouverez des gens qui sont en train d'établir leur passeport sur la base d'une identité qui ne sera pas légale au bout de 3 mois quand le décret sera pris. Parce que quand le décret sera pris, on sera obligé de faire un rappel pour la mise à jour de certaines données. Et à quel moment les Guinéens trouveront le temps de venir pour une mise à jour? Quand on sait que ceux qui prennent le passeport, généralement, c'est pour le voyage. Et l'autre risque, l'autre gros risque aujourd'hui,
c'est que le ministre Maurice Sanda devient très... Attends, Non, ce que je veux dire, c'est important, ce que tu dis est important. En fait, ce que je veux rappeler tout simplement, la mise à jour à ce niveau de la base de données ne créera pas beaucoup de problèmes. Si. On a déjà... Attends, laisse-moi placer ça. On a déjà une identification. Si on prend par exemple le domaine, prenons la carte d'identité. On sait que vous êtes identifié sur ce numéro-là. Sur le passeport, on sait que vous êtes identifié sur ce numéro-là. Maintenant, si on veut centraliser, c'est facile. Les numéros existent déjà. On prend un numéro commun et on fait l'association. C'est les codes, c'est simple. Un seul algorithme règle ça et ça va aller. J'aurais bien aimé aider Caps. Les fichiers existent déjà. Caps, j'aurais bien aimé t'aider. Qui existent et on centralise. La question de mise à jour, vous savez pourquoi ça devient compliqué? Vous savez pourquoi ça devient compliqué? On n'a même pas besoin que les gens se déplacent forcément pour venir. Je t'aide, pour que la mise à jour puisse se faire. Laisse-moi t'aider s'il te plaît. Tu sais pourquoi ça devient compliqué? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'uniformiser ces données-là parce qu'elles n'appartiennent pas à la même entreprise. Ça, c'est un. Donc, il faut que l'État guinéen puisse le rapatrier dans sa base de données pour permettre de l'uniformiser. Et cette mesure n'est possible que quand l'ONI fonctionne. Ben voilà. Donc, l'ONI ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Il y a 3 entreprises différentes qui ont nos bases de données à l'étranger. Et tant que l'ONI ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir cette uniformisation dont tu parles. Le processus peut être simple, mais c'est quand c'est la Guinée même qui dispose de sa base de données. Mais aujourd'hui... Pour que cela puisse être effectif, il y a un travail préalable qui est fait avec ces autres organisations qui sont déjà en charge de la conception. Non, le travail n'est pas encore fait. C'est là où Caps se trompe. Ces différents fichiers. Caps aurait eu raison. Attention, on va s'écouter. Babila. Alphonse a la parole. Babila, j'explique à Caps. Les responsables de l'ONU ont été nommés au mois de mai 2022. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 7 mois. Ils ont procédé d'abord à la viabilisation du site qui leur a été attribué. Ils ont procédé à la mise en ligne de leur portail pour prendre les rendez-vous parce que quand vous partez au ministère, tout le monde vient à la fois. Les gens se déplacent tous les jours pour venir, après l'enrôlement, demander quand est-ce que je peux avoir mon passeport. D'abord, on n'a pas la certitude, on vient au ministère, on n'a pas la certitude si on va se faire enrôler le jour où on vient ou pas. Donc, cet organe vient pallier tout ce problème-là parce que tout simplement, vous allez prendre des rendez-vous en ligne. On vous dit à quel moment vous devez vous présenter pour votre enrôlement. Vous le faites, vous avez un SMS de confirmation. Et on vous dit également quel jour vous devez passer pour récupérer votre passeport. Quoi de plus simple que ça? Ils ont procédé également à les services ont été pris en... comment dirais-je? Tous les services ont été mis en place. Il y a eu des policiers, soit au total, je crois, c'est 72 agents qui sont au niveau du ministère là-bas, un nombre 16 à Matoto, et une dizaine à Nongo, qui sont déjà sur place, et des policiers qui ont appartenu par le passé à la DCPAF, mais qui appartiennent encore à la DCPAF. Voilà, à la DCPAF, qui ont été mis à la disposition de l'ONU. Également, les entités dont on parle, qui ont la charge de délivrer les documents pour l'heure, ils ont procédé à des travaux et à des séances de travaux également avec ces entités pour décider de la faisabilité des choses dès qu'ils auront tout le pouvoir qui leur revient de droit pour exercer leur activité. Et voilà, c'est compris sur ce document, beaucoup à dire sur ce sujet. On va marquer une pause, on se retrouve dans un court instant pour partir avec notre invité du jour. De la diplomatie guinéenne encore à l'épreuve dans une affaire qui concentre la dignité humaine. Cette fois-ci, il s'agit du tandem ministre des Affaires étrangères et la représentation guinéenne au Maroc. En effet, un jeune Guinéen du nom de Lansine Camara a perdu la vie dans des conditions de santé difficiles au Maroc alors que la famille, chagrinée par la perte d'un des leurs, souhaitait le rapatriement du corps. Elle s'est vue opposer un coût élevé de ce genre d'opération estimé à plus de 35 millions. L'ambassade guinéenne au Maroc a appelé à la rescousse pour le rapatriement de ce corps. Un membre de la famille a décidé de prendre la parole ce matin. Nous avons M. Camara en ligne. M. Camara, bonjour. Allô, vous nous recevez? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, merci de nous rejoindre.
Bonjour monsieur. Voilà, vous avez perdu votre frère au Maroc et vous souhaitez que le corps soit rapatrié, mais vous avez rencontré des difficultés. D'abord, dites-nous dans quelles circonstances il a trouvé la mort et pourquoi ça bloque. Oui, ok, vraiment, je vous remercie, espace de Guinée là. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Essayez de vous déplacer un tout petit peu, il y a trop de bruit autour de vous. Déplacez-vous s'il vous plaît. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, allez-y. Voilà, donc vraiment, on avait une situation grave là. Le petit, il était malade. Donc, il a essayé de partir l'ambassade de Guinée là, à Maroc. Donc, on l'a donné un laissez-passer pour qu'il puisse devenir en Guinée parce que son situation, c'était grave. Bon, il a été au l'ON. Dans l'ON dit il faut aller prendre un laissez-passer à l'ambassade. Donc, l'ambassade l'a donné un laissez-passer. Bon, malgré, on va résumer quoi. L'ON, il est rentré dans le Condé. Après, maintenant, son situation est grave, mais il est gravement malade, mais il est tombé. Là où il était, il est tombé là-bas. Donc, il y a un Guinéen qui a pris maintenant, qui a appelé ambulance. Donc, il a été parti maintenant au hôpital maintenant là. Après maintenant, bon, le gars dit maintenant, comme cette situation est grave là maintenant, après le petit est décidé. Donc, comme le petit est décidé maintenant, donc on a demandé de rapatrier son corps en Guinée. Donc, bon, les jeunes Guinéens qui sont là-bas là, donc ils ont assemblé quoi, d'aller à l'ambassade. L'ambassade dit, ils ont dit, il faut l'ambassade n'est qu'à venir au Maroc, l'autorité marocaine là. Donc l'autorité marocaine là, ils ont dit que l'ambassade n'est qu'à venir. Donc si l'ambassade vient, ils vont libérer les corps. Donc l'ambassade dit maintenant pour la partie des corps maintenant il faut 35 millions. Donc nous aujourd'hui on n'a pas cette moyen là aujourd'hui. Donc après maintenant là, bon, on va essayer de l'entrer le corps là-bas maintenant là. Donc ils ont dit bon, pour faire l'entraînement de corps là-bas, il faut dans le 3 500. Donc, je vais financer ça, les 3 500 là. Donc, bon, les populations guinéennes qui sont là-bas, là, bon, elles sont prêtes pour aller prendre le corps maintenant pour faire l'entraînement maintenant. Bon, l'autorité marocaine dit maintenant là, il faut une autorisation de l'ambassade. Donc, bon, ils sont retournés maintenant l'ambassade maintenant. Donc, ils ont allé expliquer maintenant l'ambassade. L'ambassade dit maintenant, ils vont pas aller. L'ambassade n'est pas allée. Donc, jusqu'à présent, depuis le petit décédé, jusqu'à jeudi passé là, jusqu'à maintenant, donc, son corps est mort d'abord, jusqu'à présent. D'accord. Justement, oui, Aoula Toussou, allez-y pour la question. Est-ce que vous avez mené des démarches au niveau de l'autorité et tout ce qui s'ensuit pour qu'on puisse vous aider à rapatrier le corps ou bien à l'enterrer de ce côté? Non, mais donc l'ambassade n'a pas fait ça, n'a pas accepté d'aller regarder le corps maintenant, parce qu'ils sont là-bas pour ça. Ils sont là-bas pour ça. Normalement, ils devraient partir regarder le corps d'abord. Parce que c'est l'autorité marocaine dit il faut l'ambassade, l'autorisation du Maroc, les cas venus, ils vont libérer le corps. Parce que nous, on a donné d'abord l'autorisation de l'entrée du corps là-bas. Voilà, donc maintenant, comme ils n'ont pas accepté, donc les Guinéens qui sont là-bas, ils ont incité l'autorité des Marocains là-bas, là, ils ont dit maintenant, il faut aller, les ministères des étrangers, d'aller faire déclaration là-bas. Après, maintenant, là, ils vont me donner un papier là, donc je vais scanner pour envoyer là-bas. D'accord. Est-ce que au niveau des affaires étrangères, vous avez cherché à rencontrer les autorités ici à Conakry pour attirer leur attention sur cette situation? Pardon? Est-ce que vous avez essayé de faire un déplacement au ministère des Affaires étrangères? Oui, bon, celui que je vais partir avec lui là, donc je l'ai appelé hier, il était en réunion. Donc aujourd'hui, il m'a programmé à 13h là, aujourd'hui là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et surtout du courage et toutes nos condoléances. Et espérons que les autorités ici à Conakry, mais aussi au Maroc, vont se bouger, peut-être à défaut d'un rapatriement du corps, que l'enterrement soit effectué dans les conditions les meilleures. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et demain, on va certainement revenir sur ce sujet, Babila, le cas Bill Gates. Oui. Allez-y, le micro. Là, le cas Bill Gates, c'est un véhicule qui avait été, disons, s'il faut qualifier ça de vol, en tout cas, il n'y avait aucun mandat de justice qui ordonnait à ces autorités d'aller saisir ces véhicules. Et il y a certaines autorités de haut placés même du CNRD qui roulaient dans les véhicules de Bill Gates. Jusqu'hier, on nous a informé que ces véhicules ont été finalement remis à la CRIEF.
On reviendra là-dessus, mais aussi l'affaire des 3 tonnes d'or. Nous en savons un peu. Il faut éclairer la lanterne du public. Voilà, il faut éclairer la lanterne de la population. C'est ça aussi notre mission, une mission de service public, de gardien des valeurs démocratiques. Merci à toutes et à tous. Merci à la régie Poutine, Lamine Sidibé, Mafata Sano, les Kayatou qui nous a accompagnés. Ici à la radio, le doyen Mogabi qui nous a accompagnés. Comme j'aime l'appeler affectueusement le DJ. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.